Salut salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans un nouvel update lecture. Update lecture qui a failli être un sans faute, mais qui finira quand même par un petit échec. On n'a pas d'abandon dans cet update, c'est déjà pas mal. Mais le dernier que je vous montrerai, c'était quand même pas ouf pour moi. Mais on va commencer avec ce qui, je pense, un des livres qui finira, je pense, dans mes meilleures lectures de l'année. J'en bafouille. Pardon, j'en ai pas mal parlé en vlog il y a un moment pour vous, je pense. Mais vraiment, ce livre, je sais pas pourquoi, c'est un de ceux de l'auteur qu'on connaît le moins et dont on parle le moins. Enfin si, je sais pourquoi. Parce que ce qu'il a écrit d'autres, les gens adorent et c'est des sagas en plus. Mais vraiment, Les âmes croisées de Pierre Bottero, c'est pour moi son meilleur livre. Alors j'ai pas tout lu de Pierre Bottero, notamment pas tous les petits contemporains qu'il a pu écrire. Quand je dis petit, c'est en longueur de page, hein, évidemment. Enfin, en nombre de pages. Mais celui-là, vraiment, waouh. Et il aurait pu en faire une saga s'il avait voulu, mais ça le rend tellement plus fort que ce soit un one-shot. Bref. Pour l'histoire, ici on va rencontrer une jeune fille détestable. Au début de l'histoire, elle s'appelle Nawel. On est dans un monde, on est dans une dystopie, très clairement. Je l'ai dit en vlog, il me semble. Ici, c'est pas comme dans Ewilan où Ewilan vit dans notre monde et puis va dans un espèce de monde parallèle. Ici, on est en dystopie, en fantastique, en ce que vous voulez, en dystopie ou en fantaisie, mais dans un monde qui n'est pas le nôtre. J'ai tendance à dire que c'est une dystopie parce que la structure de la société fait beaucoup penser aux dystopies les plus connues, comme Hunger Games ou Divergente, par exemple. En gros, la société est divisée en deux castes. Il y a d'un côté les perles, qui sont les dirigeants, les gens riches, les gens privilégiés. Et de l'autre côté, les cendres, qui sont en gros le reste du monde, le reste du peuple, les paysans qui galèrent au quotidien, qui doivent payer des taxes, des impôts, etc. Et qui sont maltraités par certains perles, dont Nawel fait partie, du moins au début. Et donc nous, on suit Nawel, qui fait partie de l'une des plus grandes familles des perles, l'une des plus riches, l'une des plus influentes, etc. Elle va en cours dans une école faite pour eux, les perles évidemment, et il se trouve qu'elle côtoie le futur roi, tout simplement. Elle côtoie l'héritier du trône, donc la meuf est quand même bien placée. Et en fait, tu comprends au fur et à mesure du livre que si elle est aussi détestable au début du bouquin, c'est pas complètement sa faute. Moi qui ai tendance à lâcher l'affaire très vite si le personnage principal me tape sur le système dès le début, là je me suis accrochée un petit peu parce que c'est Pierre Bottero, c'est vrai, mais pour d'autres raisons que je sais pas vraiment expliquer, donc ce serait mon conseil. Si au début le personnage principal vous insupporte, c'est fait exprès, ça va évoluer, il faut s'accrocher. Donc voilà, on rencontre Nawel, elle t'explique un petit peu son quotidien, elle va en cours, etc. Et puis, il va se passer un truc absolument terrifiant, absolument horrible avec une cendre. En fait, Nawel va utiliser son privilège sur cette cendre pour une raison totalement futile et ça va extrêmement, extrêmement mal tourner juste parce que Nawel, en un claquement de doigts, pouvait faire ça, a fait ça, et ça a très mal fini. Voilà. Et puis ensuite, on va découvrir toutes les créatures qui vivent autour de la ville de Perle, tout ce qui se passe, et un petit peu comment le monde s'est construit comme ça. Il y a des bêtes autour, il y a des créatures autour, il y a d'autres peuples autour. Franchement, l'univers est assez dense et assez ouf, mais c'est pas non plus ultra détaillé. C'est pour ça que je dis que l'auteur aurait pu en faire une duologie au moins ou une trilogie. Et donc voilà, on va suivre Nawel qui d'un côté va grandir, faire ses études, etc. Et de l'autre va commencer à prendre conscience que elle a des privilèges, certes, mais elle n'est pas obligée de les utiliser comme elle le fait, comme on lui a appris à s'en servir tout simplement. Et puis elle va être... et puis assez rapidement dans le bouquin, en fait, elle termine ses études et elle doit choisir la robe qu'elle va porter, c'est-à-dire le métier qu'elle va faire. Donc il y a en gros ce qui correspond aux prêtres, aux avocats, c'est que des métiers influents. Évidemment, il n'y a pas comme possibilité paysan, ça n'existe pas, tu vois, à la fin de l'école des perles, tu peux pas devenir paysan, c'est pas possible, donc c'est que des métiers influents, et elle va faire ce choix de métier futur, et donc on va la suivre dans la formation ensuite de ce métier-là, qui va l'amener à aller voir au-delà de la ville,
qu'elle a toujours connu et à pas mal remettre en question ce qu'on lui a appris. J'ai trouvé ça vraiment ouf, vraiment cool. L'écriture de Pierre Bottero est absolument géniale, les chapitres sont courts, il a cette capacité en très peu de lignes de te poser un décor, de te poser un nouvel endroit que tu découvres. Vraiment en 2 paragraphes de 5-6 lignes, il t'a posé le décor, posé l'ambiance, posé le lieu, tu sais où tu es, à quoi ça ressemble, combien il y a comment c'est grand, comment c'est petit. Vraiment, il a cette capacité en quelques mots à peine de t'immerger dans son univers, c'est absolument génial, ce qui fait qu'on ne se perd pas dans des descriptions interminables comme c'est le cas avec certains auteurs de fantasy, et on passe assez rapidement à l'action. Et je l'ai dit aussi en vlog, il crée des mini-suspens, enfin des mini-attentes de la part des lecteurs et des lectrices qui vient directement combler. C'est-à-dire qu'il fait des mini-sauts dans le temps. Genre bah, par exemple au moment où elle fait son choix de robe, tu finis le chapitre, tu as la décision qu'elle a prise, et puis au chapitre suivant tu t'attends à ce qu'elle intègre le lieu qu'on t'a dit qu'elle allait intégrer pour faire sa formation. Et pas du tout. Le chapitre suivant commence 2-3 jours plus tard, où elle est pas du tout là où on t'a dit qu'elle allait aller, elle est complètement ailleurs, et puis l'auteur lui-même, enfin, ou le personnage en l'occurrence, te dit oh ok, là je suis là, ça fait 3 jours que j'ai commencé ma formation, mais je vais revenir en arrière pour vous expliquer ce qui s'est passé quand j'ai effectivement intégré le lieu dont je vous ai parlé à la fin du chapitre d'avant, tu vois. Ce qui crée une espèce... En fait ça crée 2 attentes. Premièrement, toi tu t'attends à la retrouver dans le centre de formation et elle est pas du tout là, elle est sur un cheval au milieu de nulle part, donc t'es en mode mais qu'est-ce qui s'est passé au centre de formation, pourquoi, etc. Et elle te dit Bob, je vais t'expliquer. Donc tu reviens 3 jours en arrière et elle t'explique effectivement ce qui s'est passé au centre de formation, etc. Et puis du coup en même temps t'es en mode mais attends, mais pourquoi elle était au milieu de nulle part avec son cheval toute seule là, il s'est passé quoi? Vous voyez, ça te donne envie d'avancer et je sais pas comment expliquer, mais vraiment il fait ça très souvent dans le bouquin. Là c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a ça plusieurs fois dans le bouquin à lire, c'est vraiment génial en fait, ce qui fait que tu ne t'arrêtes pas de lire vraiment, et en plus les chapitres sont extrêmement courts, c'est pour mon plus grand bonheur. Évidemment, vraiment j'ai adoré ce bouquin. Le personnage est vraiment extrêmement bien construit, c'est une héroïne, c'est pas Katniss quoi, c'est pas l'héroïne badass que t'adores dès le début, avec qui t'es dès le début, avec qui tu partages des valeurs, etc. Pas du tout, au début t'as envie de lui coller des claques, et puis ensuite tu vas la voir évoluer et se rapprocher de tes valeurs. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai pris et j'ai trouvé ça vraiment génial. J'adore Pierre Bottero. Si vous connaissez pas ce livre, franchement foncez. Pour moi c'est le meilleur de l'auteur, je le répète. Ensuite j'ai lu 43 rue du Vieux Cimetière, le tome 1, Trépassez votre chemin, de Kate et M. Sarah Kleiss. Vous l'avez vu dans le book haul, j'ai acheté peut-être pas toute la saga, mais une bonne partie de la saga parce que j'ai vraiment adoré ce tome 1 et que je voulais absolument lire la suite. Donc dans ce livre, en fait, on va suivre un vieil auteur bougon. C'est pas la première fois que je rencontre ce genre de personnage et j'adore ça. En vrai, on a un personnage masculin, donc un auteur d'une 50aine, 60aine d'années. C'est un auteur de livres pour enfants qui déteste les enfants. C'est pas la première fois que j'ai ce personnage-là en jeunesse et j'adore, je trouve ça trop cool. Donc on est sur un vieil auteur un peu bougon, un peu ronchon. Il a écrit une saga de 12 livres pour les enfants qui a extrêmement bien marché. Et il bute. Il essaye d'écrire le 13e tome qui est un peu maudit parce qu'il n'arrive pas à l'écrire. Il a signé un contrat, il a eu une avance sur le prochain livre par son éditeur, etc. La deadline approche très très fortement et il n'a rien écrit, il n'a rien à proposer à son éditeur, il est dans la merde. En gros, il décide de louer le 43 rue du Vieux Cimetière pour la fin de l'été. On est courant du mois d'août, début septembre, par là, de mémoire. Et il se dit voilà, je vais m'isoler là-bas tranquille et je vais écrire mon bouquin. Sauf qu'arrivé là-bas, ça se passe pas du tout comme prévu. Il découvre qu'il n'a pas fait gaffe, mais dans le contrat de la location, c'est précisé qu'il y a un autre habitant dans la maison et que comme il a signé le contrat, bah, c'est comme ça en fait, il doit cohabiter avec lui. Il a payé pour louer cette maison, donc il peut pas juste se barrer. Il est déjà en manque d'argent, donc ça serait catastrophique pour lui. Il doit se débrouiller pour essayer d'écrire son bouquin, alors que lui, ce qu'il voulait, c'est une maison calme et tranquille, et c'est pas du tout ce qu'il a. J'ai adoré, vraiment. Le livre est épistolaire. En gros, on n'a que des échanges de petits mots entre les habitants de cette maison, réputée pour être hantée, hein, je ne l'ai pas précisé, mais 43 rue du Vieux Cimetière.
ça a été construite par une femme il y a très 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 longtemps, et a priori, depuis sa mort, son fantôme entrait l'espèce de manoir 43 rue du Vieux Cimetière. Donc il y a des échanges de lettres comme ça entre les habitants, il y a des échanges de lettres entre l'auteur et son agent un petit peu. Il y a aussi la dame de la maison d'édition qui envoie des petits mots, etc. Et puis au fur et à mesure, il y a d'autres personnages qui vont venir dans le petit village et qui vont échanger, mais c'est vraiment que des échanges de lettres. Il n'y a aucune narration classique. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré cette histoire. Et à chaque fois, du coup, vous voyez, ça change de type de caractère, enfin, ça change d'écriture d'un personnage à l'autre. Vraiment, j'ai adoré cette histoire. Suivre ce vieux personnage bougon, moi j'adore. En fait, il y a des fois, ça passe. En fait, c'est soit ça passe, soit ça casse avec les personnages bougons. Soit il m'insupporte vraiment et je peux pas être dans sa tête et ça passe pas. Soit je trouve ça hyper fun en fait. Soit c'est bien fait, soit c'est mal fait. Alors c'est mon avis évidemment, mais en gros c'est ça. Et quand c'est bien fait, j'adore. Je trouve ça absolument génial. Et là c'était le cas. Et construire une histoire comme ça, faire avancer une histoire comme ça avec que... C'est même pas des lettres en fait, c'est même pas des longues lettres échangées entre les personnages qui font 5-6 pages, vous voyez. C'est des petits mots, des petits échanges de 3 lignes, parfois à la limite 2 pages grand max. Vous voyez, c'est vraiment des petits mots. Et l'histoire avance comme ça, c'est vraiment génial à lire, c'est hyper cool. C'est pour ça que j'ai acheté toute la saga. Franchement, j'ai adoré. Et c'est... Je connaissais pas du tout cette saga, ce qui m'a attiré c'est le titre. Il y a cimetière dans le titre, moi je fonce, tu vois. Et franchement, si vous connaissez pas, bah foncez aussi parce que c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai lu Kate mène l'enquête, le tome 1, le mystère de l'Arctic Express de Anna Peck. Et là, j'ai bien aimé. On n'est pas tout à fait dans ce que j'aime en jeunesse, mais j'ai quand même passé un bon moment, j'ai trouvé ça très cool. En gros, on va suivre Kate. Elle vit avec son père, sa mère est partie en Arctique pour faire des expériences, sa mère est scientifique, donc elle fait des recherches là-bas. Et au début du bouquin, son père et Kate, plus son petit animal de compagnie qui est de mémoire une petite souris, prennent l'Arctic Express pour aller rejoindre sa mère. Et en fait, toute l'histoire se passe dans le train. En gros, Kate est une petite fille pleine de vie, pleine d'imagination et débordante d'énergie, vraiment. Et elle va rencontrer un petit peu quelques personnages, quelques passagers du train en même temps qu'elle. Et puis, on va annoncer dans le train que des objets ont disparu. Des objets ont été volés et c'est bizarre. Kate a tout de suite son suspect et elle va mener l'enquête pour essayer de découvrir le coupable. Le problème, c'est que son enquête est biaisée puisqu'elle a son suspect en tête. Donc en fait, elle ne va que chercher à prouver que c'est son suspect qui est le coupable, alors que... Bah, du coup, elle va louper plein d'infos autour. Vraiment, j'ai adoré, je trouvais ça très chouette. C'est illustré, c'était vraiment très frais, très cool à lire. Et puis, c'est une saga, hein, je lirai la suite, bien sûr. Franchement, suivre cette petite fille qui fait cette enquête, c'était vraiment cool. Il n'y a pas vraiment de... Je m'attendais à des petites références peut-être à Agatha Christie et notamment au crime de l'Orient Express. C'est pas vraiment le cas. On est clairement en jeunesse fantastique avec des animaux qui parlent, des personnages farfelus, des personnages un petit peu stéréotypés, mais c'est pas grave, on est en jeunesse, c'est cool, tu vois. Et oui, on va rencontrer quand même pas mal de personnages, le conducteur du train, une vieille dame avec son chat, le cuisinier, non, pas le cuisinier, parce que le cuisinier c'est le chauffeur. Oui, c'est le conducteur du train qui fait la cuisine, écoutez, bref. Le père de Kate, donc, et puis les personnages auxquels on a volé les affaires. Donc il y a, il me semble, un vieux monsieur avec qui on a volé des gâteaux et une jeune patineuse ou danseuse à qui on a volé ses trophées. Un truc comme ça. Voilà, et franchement j'ai adoré. Vraiment, j'ai passé un super moment, ça s'est lu ultra vite. Le seul truc qui m'a un petit peu gênée dans le courant de ma lecture, c'est les pages en noir. Quand les pages sont noires et du coup que le texte est en blanc, je trouve ça pas pratique à la lecture. C'est pas difficile de lire, mais ouais, moi ça me gêne au niveau de mes yeux. Mais bon, il y a quelques pages noires comme ça où c'est écrit en blanc dessus, c'est la mise en page, c'est comme ça, tu vois. Mais ouais, franchement,
c'est pas tout à fait le genre de saga jeunesse que je kiffe vraiment, mais j'ai quand même passé un super moment et je dirai la suite. Bon, je l'ai dit, on va finir avec un petit échec quand même prévisible parce qu'on est avec des lutins et que tout ce monde de la féerie, je l'ai dit 1000 fois, c'est pas mon truc. Mais je m'acharne quand même à essayer un petit peu, il est vrai. Déjà parce que c'est pas parce que j'ai pas aimé quasiment tout ce que j'ai lu sur les fées et les lutins jusqu'à maintenant que ça veut pas dire qu'il n'y a pas une saga ou un livre que je vais aimer dans cet univers-là. Donc je continue. Et aussi parce que chaque année, dans le Pumpkin, on a une catégorie avec les fées, les lutins, etc. Et je peux pas mettre grand chose d'autre dans cette catégorie. Et donc, je tente quand même chaque année. Voilà. Ici, c'est les lutins urbains, le tome 1, l'attaque du Piz Raptor de Renaud Maric. En gros, on va être dans notre monde à nous et il va se passer des choses un petit peu bizarres liées potentiellement à des lutins, ce qui va amener un policier à aller enquêter sur l'endroit où on dit que les lutins vivent. En gros, c'est ça. Donc, vu le titre, c'est des pizzas qui sont volées, donc c'est pas non plus dramatique, tu vois, enfin je veux dire, voilà. Et il va enquêter là-dessus. Déjà, premier choc pour moi, on est avec des adultes. Je suis pas habituée à lire un livre jeunesse dont les personnages principaux sont des adultes, mais là c'est le cas. On suit vraiment des agents de police, des policiers qui enquêtent sur les pizzas qui ont disparu. Alors déjà, que des policiers prennent autant au sérieux la disparition de pizzas, bon, voilà. Et puis, en fait, on a ce côté, ils y croient pas. Tu vois, le policier qu'on va suivre enquête plus ou moins sur les lutins, mais en se disant, ouais, ça n'existe pas en fait, c'est pas vrai, tu vois. Donc, ça casse un peu tout l'univers, je trouve. Et puis, j'ai aussi eu un peu de mal avec le style de l'auteur et la manière dont c'est construit. T'es un peu balancé dans cet univers-là. Tu commences à suivre l'enquête sans qu'on t'ait rien expliqué, qu'on ait rien détaillé, enfin... Ouais, j'ai pas vraiment accroché ni à l'histoire, ni au personnage, ni à l'ambiance. J'ai quand même été au bout parce que ça se lit bien et parce que je voulais quand même connaître le fin mot de cette histoire, tu vois. Maintenant, j'ai acheté le tome 2 en même temps que ce tome 1, mais je ne le lirai pas, je ne continuerai pas. La saga, c'est pas mon truc, vraiment c'est pas mon truc du tout. Donc c'est pas grave, hein, voilà, j'ai voulu essayer, ça le fait pas, et bien tant pis. Aussi l'auteur casse le 4e mur et s'adresse régulièrement en une espèce de note de bas de page comme ça, vous voyez, directement aux lecteurs et aux lectrices. C'est pas quelque chose qui me dérange en soi, et ça permet d'inclure notamment les enfants dans le livre, ils ont vraiment l'impression de faire partie de l'histoire, etc. Mais là, ça m'a pas embarqué plus que ça. Ça aurait pu, mais ça m'a pas embarqué plus que ça dans l'histoire. J'ai trouvé ça sympa, le fait de casser le 4e mur et de s'adresser aux enfants, principalement qui vont lire ce livre. J'ai trouvé ça chouette, mais à moi, ça m'a pas percuté plus que ça, vous voyez, ça m'a pas enchanté plus que ça. Voilà, c'est pas un mauvais livre, je pense, c'est pas une mauvaise saga pour enfants, c'est juste que moi, c'est pas mon truc, quoi. Voilà. Je vous ai présenté les 4 livres de cette update, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.